Ben, c'est quelqu'un qui a fait toute sa vie en écrivant des choses. Quelle est votre relation au langage et à l'orthophonie? Elle était tellement naturelle. C'était le moi-je. C'est ma façon d'exprimer mon ego. C'est une façon de lever le doigt, monsieur le prof, moi je. Peut-être que je l'écris, moi je suis, et puis je signe, je peins, je m'occupe. L'écriture m'a servi de, 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 de mode de communication. Un autre peut communiquer peut-être avec des couleurs, mais comme je suis un peu pas aveugle, mais colorblind. Comment on dit colorblind en français? Colorblind, je ne vois pas les couleurs. Mais en anglais, vous voyez là, Ouais. les mots me manquent là. Moi Non, aussi. non, colorblind. Oh, mais comment on dit colorblind? Eh ben, aveugle aux couleurs. Non, mais Daltonien. daltonien, je suis daltonien. Ah. Je suis daltonien. Le mot daltonien peut m'échapper. Voilà, alors je suis daltonien, et comme je suis daltonien, donc automatiquement, je n'ai pas osé peut-être peindre les rouges, les verts, Ouais. mais j'aurais pu, parce qu'il y a beaucoup de grands artistes qui étaient daltoniens. Ouais. Mais j'ai tout simplement décidé d'écrire la vérité, me servir de la vérité. Mais ma matière première, c'était la vérité, ma seconde matière, c'était le doute. La vérité et le doute. Mais dans votre cerveau, quand vous avez une idée, elle est en mots ou elle est en images? Elle arrive non, pas jamais en image, non, jamais, image, non, jamais. Toujours en mots, mais en pensée. I must, parfois en anglais, parfois en français, parfois toujours bâti sur de l'ego. L'événement là qu'on va faire en Corse, à Morsiglia, ça s'appelle Ricordatevi, C'est rappelle-toi. une très belle phrase, Ricordatevi. Ouais. Rappelle-toi. Ouais. Rappelle-toi, c'est une phrase qui mérite un tableau, Ricordatevi. Rappelle-toi. Parce que le type qui regarde ça, il se dit de quoi il veut que je me rappelle. Rappelle-toi de quoi? De cette ville, de moi, de qui, de ceci, de cela. C'est donc c'est une ouverture. C'est une porte, une phrase qui ouvre. Et alors c'est dans le cadre d'un programme qu'on a appelé pompeusement Art et Santé. En quoi l'art peut être utile pour la santé? J'ai souvent pensé que l'espèce humaine était malade, complètement. Et que à un moment, elle se différenciait comme il y a les espèces, les virus existent, les animaux existent, les choses. L'espèce humaine, elle est malade. Elle est malade de quoi? D'ego. Et quand elle fait de l'art, elle joue carte sur table, son ego. Tandis que quand elle fait de la menuiserie, elle est obligée de faire attention que le meuble tienne. Elle fait les mathématiques, il faut qu'elle fasse attention que ça tienne. Tandis qu'en art, c'est l'espace de l'ego. Moi, je. Art et mémoire, art et santé. Art et vérité. L'art aide à trouver la vérité. La vérité aide à faire avancer le schmilblick. C'est bien, merci Faire Ben. avancer la santé. La vérité, c'est mieux que le mensonge. Voilà. Mais je sais pas, l'art aide parfois. L'art peut jouer un rôle dans bien des étapes de la vie psychique. Si on prend d'abord les créations elles-mêmes et ce qu'ont fait les artistes, les créateurs, ce qui est très intéressant, c'est que souvent ces créateurs ont vu des choses profondes dans la personnalité humaine qui échappent à la vie courante
et qu'ils perçoivent alors qu'ils ne connaissent pas du tout la pathologie et les maladies. Et je vous prends deux exemples. L'exemple de Francis Bacon, qui a fait des peintures qui sont des peintures tourmentées, avec des tinettes, des choses très, 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 très tristes, pas très agréables, comme ça, mais ça a tout de même un sens et ça a trait parce que ça explore des réactions très profondes de la personnalité, qui évoquent les stades précoces de la vie psychique de l'enfant, avec le stade anal, le stade oral, et où il y a des choses qui paraissent peut-être sales ou élémentaires, mais qui sont présentées de telle façon que c'est quelque chose d'harmonieux. Et donc là, on pourrait dire que c'est le problème de la pathologie du créateur. C'est-à-dire qu'il traduit ce qu'il ressent. Ce qui est très original, c'est d'être capable de ressentir des choses profondes qui d'habitude sont refoulées et n'apparaissent pas dans la vie courante. Alors, je prends un deuxième exemple. Après Bacon, c'est un exemple d'un peintre niçois, Gustave Adolphe Mossat, qui, lui, bizarrement, alors qu'il était né en 81, donc vers 20 ans, il découvre un peu le surréalisme et il va avec son père qui était professeur aux Beaux-Arts, il voit une exposition à Paris et il revient, il s'intéresse beaucoup au surréalisme. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'avait pas d'autre culture particulièrement psychologique. Il ne connaissait pas Freud. D'ailleurs, à cette époque, c'était les premiers textes de Freud qui n'étaient pas encore connus en France. Ne connaissant pas ça, il invente des illustrations qui correspondent exactement aux fantasmes que Freud avait décrits sur l'enfance. Un fantasme prenons par exemple le fantasme de la culpabilité. Pierrot, il reprend l'histoire de Pierrot et Colombine le quitte et on voit Colombine qui s'en va au bras d'un richissime qui est très, très bien habillé et lui, victime, là, est tout à fait triste et il est au premier plan et qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il a un couteau et qu'il se donne un coup de couteau, c'est-à-dire que il y a là une inversion extraordinaire, c'est qu'il est la victime et au lieu d'être furieux et de réagir contre cette agression qu'on lui fait, eh bien il retourne ça contre lui-même. C'est un mécanisme rare, mais qui se voit chez l'être humain et puis qui n'est pas conscient du tout. Et là, on voit donc quelqu'un qui ne connaît rien à la psychologie, qui comme ça, en inventant quelque chose, a retrouvé ce thème extrêmement profond. Ça, c'est donc ce que fait le créateur qui fait de l'art. Mais alors, ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est pour celui qui regarde l'art, eh bien, c'est quelque chose qui nourrit la vie affective. Et quelquefois, c'est regarder une œuvre d'art, mais ça peut être admirer un paysage, c'est-à-dire le sujet peut avoir des émotions esthétiques. Et ces émotions esthétiques enrichissent sa vie affective et quelqu'un qui serait par exemple détérioré, qui aurait une vie très réduite à des choses élémentaires, peut trouver dans l'art, dans ces réactions esthétiques, peut trouver quelque chose qui est au contraire un stimulant de sa vie affective. Alors la restauration d'une église, d'un bâtiment, ça peut... Voilà, alors là maintenant c'est la création artistique. Et comment ça peut faire? C'est-à-dire que dans la création artistique, il y a une chose banale, c'est comme toute création, une fois qu'une chose est faite, ça peut être satisfaisant, ou ça n'a pas marché, ça ne va pas, mais sinon, c'est quelquefois assez étonnant, parce que finalement, au départ, le sujet ne savait pas trop ce qu'il créait, et il voit apparaître quelque chose.
Et donc ça, c'est une démarche psychologique très intéressante, qui est une démarche active, où le sujet se valorise, veut réaliser, si c'est de l'art, ce n'est pas une chose tout à fait simple, il veut faire quelque chose qui ait une valeur esthétique. Alors son esthétique est variable en lui-même, ça a d'importance, mais cette activité, d'avoir une activité qui vous porte à un élan esthétique, de réalisation, ou bien pour restaurer une chapelle par exemple, c'est l'entrée dans une démarche de respect du passé, du patrimoine, à la fois esthétique, mais la valorisation, la valeur symbolique et même religieuse de ce qu'on fait. Il y a donc cette activité qui est d'une grande richesse sur le plan de la vie affective et qui est apportée par justement une démarche artistique et qui est bien supérieure à la petite démarche de faire du bricolage dans la vie courante. Donc ça, c'est le principe de ce qu'on appelle l'art-thérapie ou l'ergothérapie, c'est ça? Voilà. Alors, exactement. C'est l'art-thérapie. Alors, après, c'est un peu plus complexe parce que selon les sujets, ce qui réussit, c'est une certaine dimension psychologique ou une autre. Ça peut être, je reprends l'exemple de Mossa qui peint Pierrot en train de se suicider. Lui, c'était peut-être pour lui personnellement quelque chose, une évocation personnelle qui n'aura pas eu lieu chez un autre. Si on disait à quelqu'un fais un dessin et Colombine s'en va, et bon, c'est pas forcément quelque chose qui serait beau et réussi, mais justement chez Mossa il y a cette démarche tout à fait personnelle qui est, il sait pas pourquoi il fait ça, mais il le fait. Et pourquoi il a tellement envie de le faire, et pourquoi il est dans cet élan avec son œuvre. C'est quelque chose qui le révèle à lui-même. Donc il faut se laisser aller à ces élans artistiques. Ah oui, ça c'est important, parce que c'est pas toujours valorisé dans la vie courante. On valorise plutôt l'efficacité, avoir bien fait le ménage, des choses comme ça, mais valoriser quelque chose qui est justement qui dépasse la vie courante et qui a une grande valeur symbolique. Parce que là, évidemment, ça évoque tout, dans une création comme ça, tout le passé du sujet, ses émotions d'enfant, ses tristesses, ses angoisses, ses satisfactions, ses rêves, tout ça ressurgit de façon confuse, et la production artistique permet de faire vivre toutes ces productions imaginaires et qui sont très bonnes pour la vie psychique. Eh bien, merci. Voilà. Please tell me, what is your feeling about the relation between arts and mental health? First, it is so wonderful to be with you, Philippe. Our friendship started many, many decades ago, and I feel it is still very strong. So, art and science come from the most creative corners of the human mind. I think they're very similar in the process. Great science is creation, and uses, I think, many of the same systems in the brain that the artist uses. I think increasingly we realize that in the science of Alzheimer's disease, that the arts will play a very important role. They help diminish loneliness. They help people find meaning in their lives, and through this process they change their brain. So this is a very, I think, very similar head
of two different pedagogies. It's a very exciting story, I think. I think the more that we can bring artists into science, the stronger our science will become. And similarly, I think the more that we can bring our patients into the world of art to be studied scientifically, the more we will learn the incredible value of the arts for human consciousness awareness and even protecting humans from neurodegenerative diseases. Can you give me your feeling about the relation between art and health? Yeah, well, thanks for talking with me about this. It's a subject that's near and dear to my heart. I have been a nature photographer for 30 years now and also a neuroscientist, and I think that art and health, and especially mental health, are intimately interwoven. Aesthetics and beauty, especially in nature from my perspective, has benefits on the mind in terms of restoration, mood, sleep benefits, anxiety and stress relief, attention improvements. And I feel that as a therapeutic modality, art has been underrepresented and understudied, and I'm excited to help advance that. Yes, in our research, we are using art. We create experiential treatments to help improve attention and other aspects of cognition, and they're presented with an attention to music, art, story, and experience. And we find that being captivated visually by the experience is an important part of the outcome that we're looking for. So we work with artists all the time to try to create those rich environments that we think will have the most benefits to our patients. I think that being able to restore and protect these places is essential, and I can't wait to visit Corsica someday. Thank you very much. And I think that all of that is extremely useful to keep your mood up, and also to keep your intellect going. Practice to keep thinking about new ideas does help the mentation, helps the thoughts. Well, I think the probably the best treatment that's known is the one that my wife developed for memory, using art as a stimulus for improving visualization. Because as you know, 90% of memory is visual. You're always seeing things, you're remembering images and so on. But as you get older, it's known that imagination falls inward, and you don't dream as much, you don't imagine as much. Children are dreaming, they're in a fantasy world all the time. So my wife developed in her active research career, this treatment, which involved using images of art to stimulate that imagination. And it works, it does help, especially when it's associated with association devices. So all of this has been well studied at a scientific level. We did these programs in Nice, all of this is and in other parts of France. So I think it's become quite popular to do this type of mental stimulation using imagination. And it's exactly what you need as you find that as you get older, as you kind of come inside yourself, you need to expand yourself and to look outward more. L'endroit de là. OK? Cool. Alors, profite bien. Je vais mettre la musique. J'espère avec mes mains propres. OK, cool. Je peux le tourner.
Donc, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu comment vous envisagez les relations entre l'art et la santé? Comment l'art peut aider la santé, en particulier la santé mentale? Alors pour moi, l'art, c'est une façon de réfléchir, de réfléchir. Et vous réfléchissez avec utilisant la main. Alors, vous commencez un processus simplement avec la main. Après, vous créez quelque chose. Après, vous regardez qu'est-ce que vous avez fait. Après, vous prenez une autre décision, encore la main. Vous prenez une autre décision, encore la main. C'est notre façon à penser, nous pouvons dire. Aussi, c'est dans un sens de concentration que vous pouvez vous concentrer sur quelque chose. Et c'est souvent le même geste, c'est méditatif en même temps aussi. Et bien sûr, ça maintient la motorisation fine aussi. Et aussi, c'est très bon pour la communication si vous êtes limité avec la communication par les autres sens. Et aussi, quand vous êtes en train de faire là, vous êtes en train d'écouter, à voir, toucher, vous utilisez un maximum tous vos sens que vous avez. Voilà. Et alors, donc là, vous faites des ateliers. Hein. Tout à l'heure, il va y avoir un atelier avec plusieurs personnes. Donc, c'est une façon de travailler. Est-ce que aussi on peut utiliser cette méthode avec les outils technologiques modernes? Oui, bien sûr. Alors là, nous avons fait des sessions qui les gens viennent dans la salle, ils font des sessions de dessin, mais aussi nous avons fait des applications digitales qui vont avec. Alors ça veut dire que quelqu'un peut prendre une tablette chez eux, ou il peut cliquer sur les liens qu'ils ont, et là vous avez le dessin digital que vous pouvez travailler avec. Et le bonheur de ça, c'est que c'est 24 heures sur 7 jours. C'est comme vous voulez, pendant autant que tu voulez, ou peu que vous voulez. Et encore, c'est créer la concentration et c'est fait toutes les choses que j'ai déjà parlé avec la main et tout ça. C'est très bien. Alors une dernière question, donc ces interviews, ils sont réalisés dans le cadre de cette journée qu'on fait en Corse pour la restauration d'une magnifique église, mais qui est dans un sale état. Hein, comment, alors, d'une manière globale, comment la restauration d'un bâtiment ancien peut être utile aussi pour la mémoire, pour tout ce qui est les fonctions cognitives? Pour moi, déjà, c'est un espace magnifique qui fait rêver, mais aussi ça évoque sans doute le mémoire, le souvenir, et aussi encore avec la restauration, vous êtes en train de travailler avec les mains, et aussi vous êtes en train de travailler avec une équipe, faire la collaboration. Alors ça fait beaucoup partie de faire là aussi. C'est ce que nous faisons beaucoup. Eh bien, merci beaucoup, Emma. Mais de rien.